Vous vous souvenez d'iOS 14 et de l'App Tracking Transparency? En 2021, cette mise à jour d'Apple avait secoué l'écosystème publicitaire, en rendant le suivi des utilisateurs plus compliqué dès lors qu'ils cliquaient sur le bouton « Je ne veux pas être traqué ». Ça avait été un véritable séisme pour tous les annonceurs qui du jour au lendemain avaient vu leur ROS s'éclater la gueule. Et ça se lie assez clairement avec les graphiques qui retracent la croissance des revenus de Meta. Et bien le 13 novembre, dans le cadre du DMA, Digital Market Act, l'UE a imposé à Meta une mesure qui pourrait avoir des conséquences similaires, mais cette fois uniquement en Europe. Avec le plan Less Personalized Ads, l'Union européenne demande à Meta de transformer radicalement son modèle économique. Salut, c'est Théo, je suis le fondateur de Kudak, votre agence d'acquisition préférée, et dans cette vidéo, on va étudier les changements concrets impliqués par l'apparition de cette petite fenêtre dans l'écran d'accueil des utilisateurs. Mais commençons par un peu de contexte. Le DMA a été adopté en 2022. Il vise à réguler l'activité des grandes plateformes numériques en Europe, celles qui sont désignées comme des gatekeepers, ça veut dire contrôleurs d'accès. Ces entreprises, du fait de leur taille et de leur influence, sont considérées comme capables de restreindre la concurrence et d'imposer leurs règles à l'économie numérique européenne. Évidemment, Meta, en tant qu'opérateur de Facebook, WhatsApp et Instagram, fait partie de ces gatekeepers, aux côtés de Google, Apple ou TikTok. Depuis l'entrée en vigueur du DMA, l'UE a imposé à Meta plusieurs obligations, dont la principale et la plus récente, c'est la nécessité de proposer une expérience gratuite de Meta avec des publicités moins personnalisées. Ce plan, qu'on va appeler LPA pour Less Personalized Ads, fait suite au refus par l'Union européenne d'un modèle qui avait été proposé par Meta qui s'appelait le Pay or Consent. Pour vous l'expliquer simplement, il proposait 3 alternatives aux utilisateurs de Meta. Option numéro 1, accepter de partager leurs données personnelles, et donc de recevoir des publicités personnalisées, ce qui rend la plateforme gratuite parce qu'en fait elle est payée par les annonceurs. Seconde option, payer un abonnement, et en échange tu n'as plus de publicité. Comme l'utilisateur retire les annonceurs de l'équation, il compense le manque à gagner pour Meta en payant de sa poche. Et l'option numéro 3, c'est si tu veux donner ni ta data aux annonceurs, ni payer pour la plateforme, et t'as pas accès à Meta. Et bien l'UE a rejeté cette approche, en estimant qu'il était illégal pour Meta de demander aux utilisateurs de choisir entre leurs données et un accès à la plateforme. Et donc en réponse à ça, Meta était obligé de développer cette fameuse option gratuite avec les publicités moins personnalisées. Ce qui se passe, c'est que dans ce scénario-là, Meta ne peut plus utiliser les données comportementales. Concrètement, Meta n'a plus accès à l'historique de navigation, au centre d'intérêt ou à toutes les données provenant de tiers, comme par exemple celles qui sont présentes sur le pixel Meta. À la place, les publicités devront se baser sur des critères simples, comme l'âge, le genre ou le contenu qui est consommé pendant la session en cours de l'utilisateur. Pour le dire plus simplement, l'UE demande essentiellement à Meta de développer un nouveau produit spécifiquement pour le segment numéro 3, celui qui ne veut donner ni ses données, ni payer pour accéder au service. C'est presque l'équivalent de demander à Rolex de développer une montre à 200 € sous prétexte qu'il y a certains fans d'horlogerie qui pourraient pas se payer une Rolex normale. Et je serai le premier client. Mais ça, on va en reparler plus tard dans la vidéo. On va d'abord commencer par expliquer pourquoi est-ce que c'est un problème pour les annonceurs. En fait, il faut bien comprendre que la force des publicités sur Meta, et donc de la rentabilité des investissements qu'un annonceur peut y faire, repose justement sur toutes les données qu'ils ont collectées sur leurs utilisateurs. Parce que c'est grâce à ces données que les annonceurs peuvent montrer leurs produits aux bonnes personnes, au bon moment, et pour un coût d'acquisition compétitif. Et donc avec le passage pour ce plan-là à un ciblage contextuel, tout le modèle s'effondre. Forcément, les campagnes vont devenir plus chères, parce qu'il va falloir toucher plus de monde pour obtenir les mêmes résultats. Et les premières victimes de cette perte d'efficacité dans le ciblage, ça va être les PME, qui, contrairement aux grandes marques, n'ont pas la capacité d'absorber cette hausse de coûts. Comme pour iOS 14, beaucoup devront réduire leur budget, abandonner certaines campagnes moins rentables, ou dans le pire des cas, arrêter carrément d'utiliser Meta comme canal d'acquisition publicitaire. C'est un énorme coup dur, parce que cette mesure met un coup d'arrêt au modèle gratuit contre données, sur lequel repose une bonne partie du marché de la publicité ciblée. Bien que ces mesures soient présentées comme un levier pour rétablir la concurrence, elles risquent paradoxalement de produire les effets contraires à leurs objectifs initiaux, en fragilisant l'écosystème publicitaire européen et en affectant que marginalement les activités économiques de Meta, dont seulement 10% du chiffre d'affaires est fait sur le vieux continent. Et malgré ça, évidemment, Meta n'est pas d'accord avec l'Union européenne. Leur ligne de défense repose sur 2 points. Le premier point, c'est l'expérience utilisateur. L'argument ici, il est très simple, c'est que Meta dit que pour un utilisateur, l'expérience d'une publicité ciblée est meilleure que celle d'une publicité non ciblée. En effet, pour un utilisateur, quitte à avoir des publicités, autant qu'elles soient intéressantes. Mais ça me semble assez peu convaincant pour défendre le fait qu'une version de Meta sans publicité ciblée ne devrait pas exister. Parce que si, comme il le déclare, 75% des Européens choisiraient l'expérience actuelle de l'Internet plutôt qu'un Internet sans publicité ciblée, alors on pourrait leur rétorquer « Quel risque est-ce que vous prenez à introduire cette option alors ?» puisque les utilisateurs vont tous la choisir s'ils la préfèrent. Donc je trouve que cet argument fait plouf. En revanche, le second, vous allez le voir, est selon moi plus convaincant. On a commencé à en parler, c'est l'impact sur les annonceurs et l'économie européenne. Ils se défendent en disant que dans ce nouvel environnement pauvre en données, les entreprises qui annoncent en Europe auront plus de mal à atteindre leurs nouveaux clients. Et ils balancent même un chiffre, alors je sais pas vraiment comment est-ce qu'il a été calculé, c'est que les pubs sur Meta représenteraient 107 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an pour les entreprises européennes. Le point qui me semble intéressant là-dedans, c'est que ça rappelle que la publicité ciblée, c'est l'épine dorsale du modèle de Meta. Précisément parce qu'elle offre aux annonceurs une précision dans la publicité qui est inégalée sur Internet. Et donc les conséquences économiques de mettre un terme à ça, elles pourraient être comparables à celles qu'a eu iOS 14 en introduisant l'ATT, dont je vous ai parlé plus tôt. Pour rappel, ça avait coûté la vie à beaucoup de petites entreprises. Et par exemple, mis un coup d'arrêt à l'essor d'industries totales,
comportementales comme les DNVB, qui ne s'étaient jamais remises de l'augmentation des coûts d'acquisition. Sauf que cette fois-ci, eh bien, ça ne touchera que les annonceurs qui annoncent en Europe, et donc pour la majorité des entreprises européennes. Pour donner un peu de relief à ça, avec ce que j'observe chez les clients Kudak, qui annoncent beaucoup sur Meta, il n'y a aujourd'hui pas d'alternative aussi accessible que Meta, qui offre les mêmes niveaux de rentabilité. Et ça se constate dans les chiffres, regardez la répartition des investissements d'un annonceur moyen e-commerce à Black Friday. C'est une analyse qui est basée sur $1 milliard d'investissement. Je vous laisse imaginer l'impact de réduire l'efficacité de la première enveloppe marketing de ces annonceurs. D'autant plus qu'il y a un autre problème, c'est que TikTok et Google, bien qu'ils soient également des gatekeepers, ne subissent pas les mêmes restrictions en termes de publicité personnalisée. TikTok par exemple, pour l'instant, ils continuent d'exploiter leur modèle basé sur les données comportementales internes. En fait, en voulant réguler Meta, l'UE pourrait indirectement redistribuer le pouvoir publicitaire au profit des concurrents de Meta, dont certains sont des gatekeepers. Ce qui pose la question ultime, sous-jacente derrière tout ce que je vous raconte, c'est jusqu'où une régulation peut-elle aller avant d'être qualifiée d'ingérence. J'ai écrit un essai détaillé que je vous linkerai en description et qui traite d'un sujet, c'est la différence entre une régulation et une nationalisation. Et pourquoi est-ce que ce que l'UE demande de faire à Meta, c'est un peu dans une zone grise entre les deux. En fait, la distinction, pour qu'on puisse parler d'une nationalisation, ça repose sur 2 points, c'est la propriété et l'autonomie. La régulation, ça impose un cadre que les entreprises doivent respecter, sans intervenir directement dans la gouvernance d'une boîte. Et la nationalisation, en revanche, transfère la propriété de l'entreprise à l'État et réoriente ses objectifs vers des priorités publiques. Et donc, dans le cas de Meta, la frontière est un peu floue. L'entreprise reste formellement privée, elle n'appartient pas à l'UE, évidemment, mais ses priorités stratégiques sont redéfinies par l'Europe, puisqu'elle lui demande de lancer un nouveau produit en fait. Second point, les conséquences économiques des obligations imposées sont comparables à celles d'un transfert de propriété. C'est un point que j'aborde plus en détail dans mon essai. Et enfin, troisième point, la logique marchande de Meta est supplantée par des objectifs collectifs. Ici, la protection des données et la régulation du pouvoir des gatekeepers. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que l'UE, sans posséder de part de Meta, peut se comporter comme un actionnaire. Et la question, c'est pas tant de savoir si c'est bien ou mal. Mais avec cette décision, l'UE montre où on peut placer le curseur sur ce qui est acceptable de faire au nom de la protection des données. Je vous laisse vous faire votre propre avis.